du pouvoir, ou est-ce qu'il est dans l'œuvre de Foucault? Grave question, difficile question qui, à mon avis, comporte des enjeux qui vont au-delà du précaré foucauldiologique. On remarquera en effet que le passage d'une modalité à l'autre n'est nullement réductible aux conditions de l'opposition entre pouvoir de souveraineté et pouvoir discipline, et pouvoir moderne, entendu comme tant des disciplines, biopouvoir, qui est une opposition, bien sûr, que Foucault va faire jouer très souvent, on le sait bien, dans les grands textes comme La volonté de savoir ou Surveiller et punir. Mais on remarquera tout de suite ici que dans l'histoire de la folie, le motif de la souveraineté, c'est-à-dire le motif du geste souverain, il n'est pas particulièrement mis en avant. Le grand renfermement et l'internement ultérieur n'ont pas particulièrement l'éclat dramatique du geste souverain, et ceci est par contraste avec la cérémonie des supplices. Ce sont plutôt déjà, je dirais, des gestes de police et d'administration qui, dans ce livre, sont référés à des sensibilités culturelles, à des dispositions ou à des attitudes sociales, plutôt qu'au décret, à proprement parler, du souverain. Donc, le problème autour duquel je tourne maladroitement depuis un moment est, à mon avis, d'une importance réelle pour qui s'efforce de mettre ses pas dans ceux de l'analytique du pouvoir de Foucault. Est-ce que c'est plutôt en continu ou en discontinu que Foucault pense le partage et ses dépendances comme l'un des gestes premiers du pouvoir dans nos sociétés? Et dans la suite de cette question survient aussitôt ensuite une autre: dans quelle mesure et dans quelle forme de continuité ou de discontinuité ce geste du partage peut-il être considéré comme structurant en matière de forme et de pratique du pouvoir, et producteur de formes institutionnelles, donc instituant aussi à ce titre. On trouve dans l'histoire de la folie une très belle citation qui sans doute peut contribuer à éclairer cette question, mais certainement pas à la résoudre. Foucault va statuer, juste en passant, c'est la page 120 de l'édition courante, que, je cite, « la continuité n'est que le phénomène d'une discontinuité ». Le phénomène d'une discontinuité. Et ainsi, c'est dans l'état de discontinuité radicale et constitutive des formations historiques et culturelles que pourrait être repérée la continuité de ce geste du partage qui instruit des pratiques aussi diverses que l'environnement de jadis ou, disons, le ciblage en vue de l'expulsion de certaines catégories d'étrangers aujourd'hui. Si l'on entreprenait d'écrire une généalogie des gestes de pouvoir et de gouvernement dans nos sociétés, ceci depuis l'âge classique, ce ne pourrait donc être qu'en plaçant tout élément de continuité supposé sous condition de discontinuité. Ce qui veut dire, par exemple, qu'il n'y aurait guère de sens à tenter d'écrire une histoire de la persécution, continue, homogène, dans ces sociétés. Ce qui se repère bien, en revanche, ce sont des points d'intensification, et parfois extrêmes, des pratiques de pouvoir, des prises sur les corps, qui singulièrement viennent jeter un éclairage sur ce jeu du continu et du discontinu. Là où, dans les sociétés européennes des 19e et 20e siècles, le gouvernement des corps, le contrôle des conduites et leur encadrement, tout le domaine du disciplinaire, tout ce qui s'inscrit dans l'horizon de l'investissement des populations par le pouvoir en vue du devenir productif et gouvernable de ces populations, lorsque ceci va distinctement basculer dans un autre geste, de manière ponctuelle, circonstanciée, donc un geste de persécution, toujours ciblé et placé sous une double condition de discontinuité et d'hétérogénéité. On le voit bien aujourd'hui. Les persécutions effectives dont, en France, font frais les Roms. Les Roms venus de l'autre Europe, de l'Europe orientale, balkanique, peu importe. Ces persécutions relèvent bien d'une politique, au sens où elles sont le fait de l'État, elles sont le fait des gouvernants, elles sont le fait de l'administration.
Cette politique consiste à isoler parmi cette population flottante, précaire, variée, que constituent ces étrangers vivant dans les conditions que l'on sait quand ils sont chez nous, une politique donc qui consiste à isoler cette population en tant que groupe tout à fait spécifique. Il y a un ciblage très précis. Ce ne sont même pas tous ceux qui sont susceptibles d'être désignés fallacieusement d'ailleurs comme gens du voyage, qui vont être soumis massivement à la violence persécutrice de l'État, c'est-à-dire ce qui prend la forme de la destruction récurrente de l'habitat précaire, des bidonvilles, des déclassements forcés, des expulsions brutales, la séparation des familles, la non-reconnaissance des droits sociaux élémentaires, etc., etc. Ce sont vraiment des groupes précisément ciblés et stigmatisés, c'est aussi important, qui sont littéralement mis au banc, selon des critères spécifiques, des critères de nationalité et d'appartenance au peuple romain. Mais en même temps, dans cela même qu'elles ont de spécifique, ces persécutions visent bien une certaine forme d'exemplarité du côté de ceux qui les entreprennent, qui les mettent en œuvre. C'est-à-dire qu'elles sont bel et bien l'enseigne de la politique sécuritaire et d'une certaine xénophobie d'État. Donc, elles continuent quelque chose, elles continuent un geste obscur dans la mesure même où elles discontinuent, c'est-à-dire où elles sont spécifiques dans ce moment même, où elles interviennent. Et c'est d'ailleurs ce que saisissent très bien ceux qui, pour les dénoncer, vont parler assez rituellement de pratiques qui en rappellent d'autres, qui rappellent d'autres époques, etc., et qui seraient susceptibles donc de réveiller ces autres périodes de sinistre mémoire. Voilà. Donc, ce qui me paraît bien clair ici, c'est que dans la perspective de Foucault, le recours à la persécution dans les sociétés modernes occidentales, en tant que moyen ou en tant que technique de gouvernement, va signaler une sorte de passage à la limite, en forme donc de basculement distinct dans une autre modalité de l'exercice du pouvoir ou de pratique gouvernementale. Si on prend par exemple le cours du 17 mars 1976, dans lequel Foucault traite de la question des rapports entre racisme et biopouvoir, il va dire ceci: le racisme dans nos sociétés, c'est, je cite, c'est d'abord le moyen d'introduire dans ce domaine de la vie que le pouvoir a pris en charge une coupure. Donc c'est le partage qui va faire. Là, ça s'appelle coupure. La coupure entre ce qui doit vivre et ce qui doit mourir. Fin de citation. Et il s'agit, donc en produisant, citation à nouveau, la hiérarchie des races, la qualification de certaines races comme bonnes et d'autres au contraire comme inférieures, il s'agit de fragmenter ce champ du biologique que le pouvoir a pris en charge. Il s'agit de décaler à l'intérieur de la population des groupes, les uns par rapport aux autres. Il s'agit de subdiviser l'espèce vivante, l'espèce humaine. Fin de la citation. Et si on lit attentivement ce texte, on voit bien que quand Foucault évoque ce qui doit mourir, qui est quand même une formule très massive, brutale, voilà, eh bien, il parle d'une sorte de point limite. Cette formule, je pense qu'il faut l'élaborer. Il parle d'un point limite. Ce qu'il a en vue, comme il va le préciser un peu plus loin, c'est une forme d'exposition à la mort, dont on peut dire qu'elle va se manifester avec des degrés d'intensité variables. Donc de ces premiers gestes qui tendent à la fragmentation sociale, en montrant du doigt certaines catégories, en mobilisant l'indice de la race, d'une façon ou d'une autre, de ces premiers gestes jusqu'aux persécutions ouvertes, massives, et qui débouchent, elles, sur la mise à mort, sur les exterminations, et qui culminent, on le sait, avec le génocide. Donc pour Foucault, ce racisme entendu comme technologie de pouvoir, consistant, je cite encore, à multiplier pour certains le risque de mort, ou tout simplement la mort politique, l'expulsion, le rejet. Donc on voit bien là la déclinaison multiple de ce geste tourné vers la mort. Eh bien, le racisme entendu dans ce sens-là, il est clair que pour Foucault, il est littéralement chevillé au corps de toute espèce de pouvoir moderne.
y compris donc nos démocraties, dont Foucault rappelle au passage, dans ce texte, le passé colonisateur si étroitement lié au racisme biologique. Cependant, il va insister sur ce point, lorsqu'un pouvoir va adopter les persécutions comme mode de gouvernement, en démultipliant le droit de tuer et d'exposer à la mort une partie de la population, et en faisant de ces persécutions une condition première de la protection de la vie de l'autre partie réputée digne de vivre, alors l'État ouvertement raciste, l'État meurtrier, sort en quelque sorte des rails du biopouvoir pour devenir ce que Foucault nomme un État suicidaire. L'expression est de lui, État suicidaire. Mais en même temps, il va ajouter tout de suite, je cite, « Ce jeu est inscrit effectivement dans le fonctionnement de tous les États modernes. Mais, citation encore, seul le nazisme a poussé jusqu'au paroxysme le jeu entre le droit souverain de tuer et les mécanismes du biopouvoir. » Donc vous voyez combien chez lui ces articulations sont fines, je dirais, et la tension qu'il y a dans l'évaluation de ce qu'est ce pouvoir de mort. Et l'on voit bien ici que l'établissement des persécutions au centre d'un dispositif de pouvoir agit comme le révélateur d'une bifurcation. Ce n'est plus le faire vivre, la prise en charge de la vie collective de la population qui constitue alors la ligne d'horizon du pouvoir en question, c'est la mort, celle des autres, celle des ennemis réels ou imaginaires de l'État, mais aussi bien la sienne propre, l'État suicidaire. Ce n'est donc pas seulement que les persécutions ne font pas très bon ménage, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le paradigme de la rationalisation, tel que celui-ci est établi au cœur des techniques du gouvernement des vivants dans nos sociétés, c'est aussi que le recours massif à celle-ci tend inexorablement à saper les fondements même du premier, lorsque, ce que Foucault appelle le vieux pouvoir souverain de tuer, vient ou revient en quelque sorte pour infiltrer et saturer la biopolitique et de ce fait même la convertir en thanatopolitique. Il me semble donc que dans des sociétés comme les nôtres, pour reprendre l'intitulé premier, donc des sociétés modernes, développées, industrielles, urbaines, complexes, ouvertes, tout ce que vous voulez, le surgissement de persécutions massives est avant tout lié à des moments de crise intense, à des phases d'effondrement ou à des circonstances catastrophiques. Donc, le surgissement des persécutions, de ce point de vue-là, est plutôt ponctuel qu'inscrit durablement dans les structures mêmes du gouvernement des vivants. Que ce phénomène surgisse des tréfonds d'une société atteinte dans son intégrité et déboussolée, ou bien qu'il soit déclenché par l'autorité, puis relayé par différentes instances sociales, il donne lieu à l'apparition d'interactions variables et complexes entre gouvernants et gouvernés. Mais des interactions dont le propre, en tout cas, est, je dirais, de rendre inopérante une approche, disons, platement hobbesienne de la question. Parce qu'en effet, ce qui se constate, c'est que dans de telles circonstances, il n'est pas du tout rare que le souverain, ou supposé-est, quand il y a un lieu, vienne jeter de l'huile sur le feu, agir comme facteur de désordre et de violence, plutôt que jouer le rôle de garant de la paix civile et de l'ordre social contre les passions déchaînées, surgies des tréfonds d'une société revenue à l'état de nature, etc. Et je voudrais donc pour finir prendre un exemple qui est intéressant parce qu'il se présente là, je pense, vraiment comme se situant aux antipodes de ce qui nous est familier, c'est-à-dire les persécutions nazies. Je finis là-dessus. Le 1er septembre 1923, se produit à Tokyo et Yokohama un séisme de grande envergure qui déclenche d'innombrables incendies dans toute cette zone très densément peuplée déjà à l'époque et qui a pour effet que des centaines de milliers de sans-abri terrorisés se mettent à errer parmi les ruines, cherchant un refuge précaire dans les parcs, se mettant en quête de transport pour fuir les zones sinistrées
tandis que les répliques du tremblement de terre ne cessent d'accroître la panique. J'ouvre les guillemets, Tokyo et Yokohama s'étaient transformés en un univers bruissant de rumeurs insensées, et elles circulaient aussi dans les régions qui n'avaient pas été touchées par le séisme. Une citation que j'emprunte à un écrivain qui s'appelle Akira Yoshimura, un écrivain japonais, dans son classique « Le tremblement de terre du Kanto ». C'est publié en français chez Actes Sud. Très vite, on va voir ces rumeurs se focaliser sur, ou plutôt contre, les Coréens. Après avoir, il faut rappeler ici qu'après avoir été un protectorat japonais, la Corée a été annexée violemment, unilatéralement, annexée en 1910 par le Japon, contre le gré de sa population, ce qui a donné lieu à des émeutes populaires et, entre autres choses, à l'assassinat du résident général japonais en Corée, assassinat par un Coréen, un nationaliste coréen. Dans le même temps, de nombreux ouvriers coréens viennent travailler au Japon, où ils sont durement exploités. Et toutes leurs tentatives faites pour s'organiser, syndicalement, politiquement, sont réprimées sans faiblesse par les autorités japonaises. Pour toutes ces raisons, dit Yoshimura, je cite, « Ce n'est pas mentir que d'affirmer que les Japonais éprouvaient un certain sentiment de culpabilité vis-à-vis des Coréens. À l'époque du désastre que subit alors la population du Kanto, ce sentiment ambigu, nourri par la situation coloniale, va se convertir, j'emprunte l'expression toujours au même écrivain, et ceci à peu près instantanément, en une vive disposition à la persécution de ceux qui sont en position de victime dans la relation coloniale. Dans le flux des rumeurs qui circulent parmi la population des réfugiés, l'une d'entre elles va grossir très rapidement, éclipsant toutes les autres. Celle-ci, les Coréens allument des incendies pour se venger de la perte de leur indépendance et des duretés de l'exploitation qu'ils subissent au Japon. Ils empoisonnent les puits. Ils massacrent les Japonais là où ils le peuvent. Et cette folle rumeur se répand comme une traînée de poudre, bien au-delà des régions directement touchées par le séisme. Des milices d'autodéfense se mettent en place, munies d'un armement hétéroclite, qui s'en prennent violemment aux Coréens ou à des Japonais identifiés à tort comme tels, qui les battent et qui les tuent. Des nouvelles, entre guillemets, des nouvelles apocalyptiques, acquièrent en quelques heures le statut de fait avéré. Ainsi, il se répand que les Coréens inscriraient sur les portes des maisons des signes destinés à désigner les familles à massacrer. Donc, quelque chose qui nous est familier parce que c'est la Saint-Barthélemy. Des inscriptions à la craie, qui sont en réalité, depuis toujours, celles que mettent les livreurs de lait sur les maisons. Ça, on l'a vu. Le chaos s'accroissant sans cesse avec ces massacres, l'autorité va proclamer la loi martiale dans la région de Tokyo. Mais, chose piquante, en mettant l'accent sur la nécessité d'une surveillance particulière des Coréens. Donc, en accréditant la folle rumeur. Je vous cite encore un commentaire lapidaire de Yoshimura. Un bruit sans fondement, parti de Yokohama, devint une rumeur assourdissante que l'armée et les autorités propagèrent dans le pays entier. Des journaux à leur tour, y compris les plus grands, comme le fameux Asahi, qui continue aujourd'hui à faire autorité, vont relayer le bobard mortifère, contribuant ainsi, bien sûr, à étendre les persécutions. Et partout, relève l'écrivain, la police arrêta des Coréens sans découvrir aucun élément suspect malgré les interrogatoires qu'elle leur fit subir. Il fallut une bonne semaine pour que les autorités commencent à faire machine arrière et à intervenir pour désarmer les milices. Mais, ajoute Yoshimura, la population continuait cependant à y accorder foi, la rumeur donc, et à redouter les attaques des Coréens. Les miliciens continuaient à contrôler, entre guillemets, les personnes suspectes à leurs yeux, et les agressions contre les Coréens
se multiplièrent dans tout le pays. Voilà, fin de citation. Bien, je pense qu'on mesure assez bien, à ce cas, à mon sens exemplaire, à la fois ce qui tient à la distance des persécutions massives de ce type par rapport à un mode de gouvernement régulier des populations dans des sociétés comme la nôtre, et qui en même temps est bel et bien susceptible de faire entrer ces persécutions, fût-ce de façon ponctuelle, les faire entrer en composition dans la reprise en main d'une société, là, par les gouvernants, donc là où est intervenue une irrégularité majeure. Je pense que sans aller jusqu'à Corée, au Japon, on pourrait arriver à peu près aux mêmes conclusions en réfléchissant, nous, en balayant devant notre propre porte, et en réfléchissant sur le phénomène des femmes tondues en France à la charnière de l'occupation et de la libération. Mais comme j'ai dans une autre vie longuement travaillé sur cette question, et que, en disciple exemplaire de Foucault, je déteste repasser les plats, donc j'ai préféré vous entraîner dans ce détour exotique par le Japon. Donc une excursion qui, je l'espère, ne nous a pas trop éloignés de notre sujet. Voilà, je vous remercie.